Pourriez-vous vous asseoir au bout de la table, là-bas? Cela attirera moins l'attention. Sous les lumières scintillantes des lustres en cristal et le tintement des couverts en argent, cette phrase est tombée comme une lame froide. Je me suis figée à l'entrée du restaurant, vêtue d'une robe froissée, serrant le sac en toile délavée que j'avais délibérément choisi pour paraître insignifiante, pour paraître pauvre. Mon fils a baissé la tête, embarrassé. Ma belle-fille a fait semblant de réajuster sa coiffure, évitant mon regard. Et ses parents, des gens dorés de politesse, m'ont regardé comme si j'étais entrée par erreur dans un monde qui n'était pas le mien. Ils n'avaient aucune idée que la femme en face d'eux signait autrefois des contrats valant des millions d'euros, gagnait 45 000 € par mois et avait appris à se taire et à observer. J'ai esquissé un léger sourire. Puis, j'ai tiré une chaise au bout de la table, dans le coin le plus sombre, et je me suis dit « Très bien, aujourd'hui, ils vont m'apprendre à jouer la pauvre, et je vais leur apprendre le vrai prix du mépris. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle étape dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 67 ans. J'ai vécu si simplement toute ma vie que personne ne devinerait que j'encaisse un chèque de 45 000 € chaque mois. Le salaire d'une vice-présidente exécutive régionale dans le conglomérat financier, que je sers depuis près de 4 décennies. Je vis toujours dans le 3 pièces à Lyon, que mon mari, parti il y a 15 ans, avait acheté à nos débuts. Pas d'œuvres d'art coûteuses, pas de voiture de luxe, pas de diamants, pas de résidence secondaire, juste moi, quelques étagères de livres, une théière et un vieux fauteuil. Étienne, mon fils, n'a jamais su la vérité. Depuis son enfance, il m'a seulement vu partir à l'aube et rentrer après la tombée de la nuit, préparer un repas simple, puis continuer à travailler sur mon ordinateur portable. Pour lui, sa mère était une employée ordinaire, économe, prudente. Je ne l'ai jamais corrigée. Je voulais que mon enfant grandisse avec le respect de lui-même, sans s'appuyer sur l'argent de sa mère. Alors, quand le téléphone a sonné mardi dernier après-midi, j'ai tout de suite perçu quelque chose de différent dans sa voix. « Maman » a dit Étienne lentement. « Ce week-end, pourrais-tu venir dîner avec la famille de Bianca? Ses parents viennent de Bordeaux. Ils tiennent vraiment à te rencontrer. » J'ai souri un peu. « Bien sûr. Pourquoi as-tu l'air de t'excuser? » Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Étienne s'est éclairci la gorge. « C'est juste que, tu sais, ils sont un peu traditionnels. S'il te plaît, sois à l'aise. Mais… » « Mais quoi ?» ai-je demandé. « Mais peut-être ne parle pas trop de ton travail, d'accord? Je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau et que tu vivais simplement. Je ne veux pas qu'ils pensent. » Sa voix s'est éteinte. Je n'avais pas besoin d'entendre le reste. J'avais compris. Il avait peur que je fasse honte à sa femme. J'ai raccroché et j'ai fixé ma tasse de thé fumante. Une tristesse s'est infiltrée, puis un léger sourire est apparu. Si mon fils et sa belle famille pensaient que j'étais une mère pauvre et naïve, très bien. J'allais leur montrer exactement cela. Non pas pour susciter la pitié, mais pour découvrir la vérité à leur sujet. Le samedi soir, j'ai ouvert mon placard et choisi une vieille robe gris argentée. Je l'avais portée il y a 10 ans au mariage d'une collègue. Le tissu était déjà froissé. Les coutures étaient délavées. Je n'ai pas pris la peine de la repasser. J'ai attaché mes cheveux en arrière, laissant quelques mèches argentées tomber naturellement, et j'ai enfilé des talons usés aux talons éraflés. Pas de parfum, pas de rouge à lèvres. Avant de partir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai ri doucement. « Tu as l'air pitoyable, Hélène.
me suis-je dit. Mais c'est exactement le but. J'ai appelé un taxi. La ville s'illuminait. La lumière se reflétait sur la vitre sur un visage vieillissant que j'ai appris à aimer. Le chauffeur, un homme d'âge mûr, m'a demandé si c'était une occasion spéciale. J'ai répondu « Une soirée inoubliable ». Je ne mentais pas. Le restaurant choisi par Étienne se trouve au sommet de l'hôtel le plus chic de la ville, où chaque plat coûte le salaire d'une semaine pour une personne ordinaire. Quand je suis sortie du taxi, la porte tournante en verre s'est ouverte et un portier en costume s'est incliné. Je suis entrée, humant l'odeur de parfum cher, le murmure du jazz et la lumière scintillant sur les verres à vin en cristal. Étienne se tenait près de la table dans un costume bleu foncé, tendu. Bianca était assise à côté de lui dans une robe crème ajustée, un collier de perles blanches à son cou, ses cheveux bruns parfaitement bouclés. En face d'eux se trouvaient ses parents, Victoria et Gérard Lambert. Ils semblaient tout droit sortis d'un magazine sur les grandes fortunes. Polis, chers, mais au regard froid. Alors que j'approchais, le sourire d'Étienne s'est figé à mi-chemin. Bianca m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement regardé sa mère. La bouche de Victoria s'est courbée en un sourire poli, juste assez grand pour cacher sa déception. « Pourriez-vous vous asseoir au bout de la table, là-bas ? Cela attirera moins l'attention. » La voix de Victoria était légère, égale et tranchante comme un scalpel. À cet instant, j'ai entendu clairement les battements de mon cœur. J'ai regardé les couverts dressés. Serviettes blanches, vin rouge, bougies parfumées, et des yeux attendant de voir comment j'allais réagir. J'ai souri. Bien sûr. J'ai tiré la chaise dans le coin le plus sombre, je me suis assise et j'ai lentement posé mon sac sur mes genoux, comme quelqu'un qui n'a jamais sa place dans un endroit pareil. Étienne m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de honte. Bianca fixait son vin. Gérard a hoché la tête, satisfait. Victoria s'est penchée vers le serveur, sa voix douce comme du miel. « Les menus en français pour nous, s'il vous plaît. Merci. » J'ai ouvert le menu et j'ai fait une pause sur des mots inconnus. J'ai froncé les sourcils exprès. Victoria a jeté un coup d'œil, un sourire triomphant se dessinant sur ses lèvres. « Avez-vous besoin d'aide ? » « Je ne connais pas vraiment ces plats, » ai-je répondu doucement. « Oh, ce n'est pas grave, » a-t-elle dit, dégoulinante de pitié. « Laissez-moi commander pour vous. Quelque chose de léger, de simple, n'est-ce pas ? » Le serveur a pris des notes et Gérard a murmuré « Ne commandons pas trop. Certaines personnes ne sont pas habituées à la haute gastronomie. » J'ai entendu et j'ai souri. Je n'ai rien répondu. Le dîner a commencé. Victoria a parlé de vols en première classe, d'hôtels 5 étoiles, de boutiques de créateurs. « Cette ville est petite mais charmante, » a-t-elle dit. « Nous ne sommes ici que pour quelques jours. Nous avons fait un peu de shopping, quelques milliers d'euros, rien de significatif. » Elle parlait lentement et clairement, comme si elle craignait que je ne comprenne pas l'ampleur du chiffre. J'ai hoché la tête et j'ai dit « C'est très gentil. Je voyage rarement. Je suis habituée à la maison. »« C'est vrai, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu, son sourire s'étirant d'1 centimètre. Les gens simples sont généralement satisfaits de petites choses. Étienne a essayé de changer de sujet pour sauver l'ambiance. « Maman, comment vas-tu ces derniers temps ? » « Très bien, mon chéri, » ai-je dit légèrement. Mais Victoria a coupé court. « Où Madame Hélène travaille-t-elle déjà ? Bianca a dit que vous étiez secrétaire, c'est bien ça ? » J'ai levé les yeux droits dans ses yeux brillants. « Je travaille dans un bureau, de la paperasse, des petites choses. »« Ah, du travail administratif, » a dit Victoria, la main sur son verre de vin. « C'est respectable, au moins c'est stable. »
J'ai entendu un couteau heurter une assiette. Le petit rire discret de Gérard. L'expiration forcée d'Étienne. Chaque son était comme une autre écaille qui tombait, exposant le noyau brut de l'arrogance. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde porter des masques, un masque de pouvoir, un masque de fierté. Et moi, la seule vraiment pauvre, pauvre à leurs yeux, j'étais la seule qui était libre. Le dîner s'est poursuivi avec des histoires coûteuses. Une villa sur la côte d'Azur, des yachts, des investissements en bourse. Je suis restée silencieuse, hochant la tête de temps en temps, souriant de temps à autre. Ils pensaient que j'essayais de m'intégrer, mais je déchiffrais chaque regard, chaque pause entre les mots, fluide dans le langage du pouvoir factice. Lorsque le plat principal est arrivé, j'ai surpris un regard étrange de Bianca. Elle n'a pas parlé. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis à sa mère. C'était comme une excuse tacite, teintée de peur. J'ai répondu par un petit signe de tête. Pas de ressentiment, juste une reconnaissance. Gérard a parlé d'investir en Europe. Victoria a coupé court. Nous pensons que l'argent n'est pas seulement un outil. C'est une mesure de statut. Quiconque peut contrôler l'argent mérite d'avoir une voix. J'ai posé ma fourchette et j'ai levé les yeux, mon sourire inchangé. Intéressant, ai-je dit. J'ai toujours pensé qu'une vraie voix venait de la façon dont nous traitons les gens. Victoria a cligné des yeux, puis a ri doucement. Oh, Madame Hélène a sa propre philosophie. J'ai seulement souri. Mais je savais déjà que ce dîner ne se terminerait pas comme il s'y attendait. Quand le dessert a été servi, j'ai regardé autour de moi, la lumière se réfractant dans le vin comme des éclats d'un miroir brisé. Un frisson a parcouru mes veines. Le mépris était affiché au grand jour. Ils pensaient que j'étais une pauvre mère pitoyable vivant au crochet de son fils. Mais ils allaient bientôt apprendre que toutes les personnes pauvres ne sont pas pitoyables, surtout quand elle ne fait que jouer un rôle. J'ai levé ma cuillère, j'ai remué légèrement la mousse au chocolat, et j'avais mon plan prêt pour l'arrivée de l'addition. Ce soir, la note couvrirait plus que la nourriture. Il y aurait des leçons payées en honte, plus coûteuses que tout ce qui figurait sur ce menu. Victoria tenait le menu et inclinait la tête vers le serveur, la voix douce comme du sirop. « Pourriez-vous nous suggérer quelques plats légers, pas trop chers ?» dit-elle, puis elle se tourna vers moi avec un sourire qui s'élargissait. « Mère Hélène n'est pas habituée à ce genre de nourriture, n'est-ce pas ?» Gérard leva les yeux et hocha la tête, comme si ses paroles étaient un décret. « Oui, le plus simple est le mieux, » dit-il. « Ces plats peuvent être difficiles à digérer. » J'ai souri et acquiescé. « Merci, je ne suis pas difficile. N'importe quoi fera l'affaire. » Cette réponse simple, au lieu de les apaiser, alluma une étincelle de satisfaction dans les yeux de Victoria. Le serveur prit des notes et remplit son verre. Elle fit tourner son poignet, faisant scintiller le diamant de sa bague sous les lumières. « Nous avons de la chance d'avoir une table ici ce soir, » dit-elle fièrement. « Cet endroit ne prend habituellement que des habitués. Sur recommandation, la nourriture est correcte, mais ce qui compte, c'est l'atmosphère. » « L'atmosphère ?» demandai-je en inclinant la tête. Elle haussa les épaules. « Oui, dans des endroits comme celui-ci, les gens doivent correspondre à l'espace. » J'ai seulement souri. Le serveur est parti. Le silence s'installa et je savais ce qui allait arriver. Victoria appuya son menton sur sa main et se pencha légèrement vers moi. « J'ai entendu par Bianca que vous vivez seule. »« Oui, » répondis-je doucement. « C'est difficile, n'est-ce pas ?» continua-t-elle. « À votre âge, gérer encore tout, toute seule. Où travaillez-vous déjà ?» J'ai souri. « Juste un bureau, de petites tâches administratives. Assez pour m'en sortir. »« Le salaire est correct ?» demanda-t-elle, la voix douce, mais les yeux inquisiteurs. « Assez pour moi.
Je n'ai pas besoin de grand-chose. Ma réponse la fit marquer une pause. Puis, elle sourit. C'est vraiment courageux. Une femme seule élevant un fils pour qu'il réussisse si bien, je dois dire, c'est admirable. Je connaissais ce ton. Pas de l'admiration, de la pitié enveloppée dans de la soie. En face de moi, les mains d'Étienne se crispèrent sous la table. Je vis ses doigts trembler, voulant intervenir, mais craignant de gâcher le moment familial. Bianca était assise à côté de lui en silence, tordant sa serviette en un nœud serré. J'ai souri et j'ai bu une gorgée d'eau. Merci, je fais juste ce qui doit être fait. Victoria hocha la tête. Merveilleux. Vous savez, tout le monde n'a pas cette force de caractère. Beaucoup de gens choisissent de s'appuyer sur les autres, mais je pense qu'Étienne a été bien élevé, pas d'un milieu aisé, mais toujours ambitieux, ajouta Gérard. Ferme et bas. Exactement. Un homme bon sort des épreuves. Mais il marqua une pause et jeta un rapide coup d'œil à Étienne. Il devrait aussi être reconnaissant envers ceux qui lui ouvrent des portes. J'ai entendu chaque mot. Ceux qui lui ont ouvert des portes. De qui d'autre pouvaient-ils parler? Étienne leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils. Papa, commença-t-il, mais Victoria le coupa. Allons, mon chéri, ton père ne fait qu'énoncer des faits. Nous savons tous que le mariage n'était pas bon marché. Elle fit tourner son vin, la voix stable. Vous êtes jeunes tous les deux. Il n'y a pas de honte à recevoir de l'aide. La table s'enfonça dans le silence. Étienne inspira. Bianca baissa les yeux. Je ne suis pas intervenue. Victoria continua comme si elle récitait un bilan qu'elle avait mémorisé. Nous avons couvert tout le mariage, plus de 35 000 €. La lune de miel à Santorin, 15 000. Et la compte pour la maison, environ 30 000. Mais l'argent n'est que de l'argent. Ce qui compte, c'est que nous soyons heureux, n'est-ce pas? Elle se tourna vers moi, les yeux mesurant ma réaction. Je comptais silencieusement. 80 000 €. 80 000 € énumérés jusqu'au dernier centime, comme s'ils calculaient la valeur de leur participation dans le mariage de leur enfant. J'ai souri, j'ai posé une main sur la table. Très généreux. Je suis sûre qu'Étienne est reconnaissant. Bien sûr, dit Victoria. Nous ne nous retenons jamais tant que notre fille vit bien, et je suppose que mère Hélène n'a pas pu aider beaucoup, n'est-ce pas? La question n'appelait aucune réponse. Elle n'existait que pour humilier. Les poings d'Étienne se serrèrent. Maman a toujours été là pour moi, dit-il à voix basse, la voix tremblante de retenue. Victoria eut un sourire narquois. Oh, mon chéri, ne te méprends pas. Je dis seulement que les gens ont des moyens différents. J'ai posé ma main sur celle d'Étienne et je l'ai secouée légèrement. Je ne voulais pas qu'il me défende avec colère. J'avais besoin qu'il continue à parler. Plus il parlait, plus tout devenait clair. « Et vous, Madame Hélène ?» intervint Gérard. « Voyagez-vous parfois? À votre âge, vous devriez profiter de la vie, pas compter vos sous. » Mais il eut un sourire narquois. « Je suppose que vos vacances, c'est probablement le jardin. » Ils rirent. Un petit son aigu comme une lame fendant la peau. J'ai souri aussi. « Vous avez raison. J'aime les choses simples. Un petit jardin, un peu de verdure, c'est suffisant. »« Adorable, » dit Victoria. « Nous sommes différents, cependant. Je pense que les gens devraient expérimenter davantage pour comprendre à quel point le monde est grand. Plus on va loin, plus on saisit la valeur de la classe sociale. » Elle me regarda comme pour dire « Vous tournerez toujours en rond dans votre petit coin. » J'ai hoché la tête et j'ai bu une gorgée d'eau. « Peut-être avez-vous raison, mais parfois les gens qui voyagent loin oublient le chemin du retour. » Étienne étouffa un rire. Gérard se remua sur son siège.
Victoria marqua une pause un instant, puis lissa son expression. Elle versa plus de vin et leva son verre. Trinquons à Étienne et Bianca, à un avenir brillant, et aux opportunités que nous leur ouvrons. Je levai mon verre d'eau et le cognai légèrement contre le sien, en gardant mon sourire. Son verre tapa le mien avec un son froid et clair. Dans cette salle somptueuse, tout ressemblait à une scène où les gens rivalisaient pour montrer l'éclat de leur carapace. Victoria se lança dans des histoires de relations stratégiques, d'amis au gouvernement, de fonds de pension, d'actions technologiques. Gérard ajouta de sa voix de baryton qu'il avait été invité à une réception à l'Élysée. « Tout le monde n'y entre pas, vous savez, » dit-il. « Il faut un certain statut. » J'ai incliné la tête. « Je comprends. Partout, il faut une invitation, n'est-ce pas ?» Gérard rit, pensant que j'étais vraiment naïve. Victoria posa son menton sur sa main et me regarda. « Madame Hélène, je pense que la meilleure partie de la vie est de profiter de ce que l'on gagne. Pourquoi vivre chichement toute sa vie ? Peut-être parce que je suis en paix avec ça, dis-je lentement. La paix ? Elle gloussa. La paix, c'est ce que les gens cherchent quand ils n'ont pas d'autres options. Des mots légers, lourds comme de la pierre. L'air s'épaissit. Étienne était assis, les lèvres pincées. Bianca lui toucha doucement la main, lui signalant de ne pas parler. Je vis la honte dans ses yeux. Elle savait que sa mère était allée trop loin et savait aussi que sa protestation ne changerait rien. Victoria continua à parler d'acheter une maison à Étienne et Bianca près de son quartier. « De cette façon, nous pourrons aider davantage, » dit-elle. « Et bien sûr, nous pourrons gérer certaines affaires importantes. Les enfants sont encore verts. » Gérard hocha la tête en souriant. « C'est vrai. Nous avons l'argent et l'expérience. Ils ont juste besoin d'écouter. » En entendant cela, une douce tristesse monta en moi. Non pas à cause de leur dédain, mais parce que mon fils était assis entre deux mondes. D'un côté, moi qui l'ai élevé avec des larmes et du travail. De l'autre, sa belle famille qui achète le statut et le contrôle avec de l'argent. Je suis restée silencieuse. Je me suis tenue à mon rôle, la femme douce et ignorante, laissant les autres évaluer une vie en euros. Victoria but son vin, se pencha en arrière et déclara « Il est préférable que chacun connaisse son rôle dans la famille. Ceux qui ont plus de moyens ont plus de poids. Ceux qui n'en ont pas devraient être reconnaissants. » Je posai mon verre d'eau et croisai doucement son regard. « Je suis toujours reconnaissante, Madame Victoria. Grâce à des gens riches comme vous, j'ai beaucoup appris sur l'humilité. » Pendant un instant, son regard vacilla. La table se tut. Personne ne parlait. Seul le jazz lointain et le tintement des couverts rythmaient un cœur froid. Je restais assise calmement. Les regardants continuaient à parler d'action et de yachts. Souriant, tandis que mon cœur était aussi calme qu'un fond de lac. Ce dîner, comme je m'y attendais, n'était pas une réunion de famille. C'était une évaluation, et à leurs yeux, je ne valais pas un centime. J'ai baissé la tête et j'ai caché un sourire. Ils ne savaient pas que le vrai jeu ne faisait que commencer. L'air à table était étrange, puis le silence, tendu comme une corde de guitare, s'installa. Le léger tapotement de la cuillère de Victoria sur son verre de vin ressemblait au tic-tac d'un compte à rebours. Elle se redressa, ajusta sa serviette et afficha le sourire que, je suppose, elle avait pratiqué devant le miroir pendant des années. Doux, contrôlé, dangereux. « Madame Hélène » commença-t-elle, d'une voix nette et calme. « Gérard et moi avons discuté. Nous savons que vivre seul à votre âge n'est pas facile. Nous comprenons que vous ne voulez déranger personne, mais vous devriez aussi penser à votre confort.
J'ai incliné la tête et souri. Oh, que voulez-vous dire? Victoria posa lentement son verre. En fait, nous pensons que nous pourrions aider un peu, juste pour vous faciliter les choses. Chaque mois, nous vous enverrons environ 600 ou 800 €, selon vos besoins. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins vous ne vous soucierez pas des factures ou des petites dépenses. Je la regardai et restai silencieuse pendant quelques secondes. Ces chiffres sortirent légèrement, mais chaque mot contenait un mépris glacial. 600 ou 800 €, comme jeter des pièces à un mendiant à leur porte. Je pris une gorgée d'eau et posai le verre si doucement qu'il fit à peine un bruit. Alors, c'est le prix de ma disparition. Personne ne s'attendait à ce que je le dise si crûment. La table se figea. Étienne releva brusquement la tête, les joues à rouge. « Maman » commença-t-il, mais je levai une main pour le faire taire. Victoria garda son sourire. « Oh, vous vous méprenez » dit-elle, la voix douce comme du coton et les yeux froids comme de la glace. « Nous ne voulons pas dire ça. C'est juste qu'Étienne et Bianca sont jeunes et ont beaucoup à faire. Si vous pouviez alléger un peu leur fardeau, je pense que tout serait plus confortable. » Alléger leur fardeau, répétai-je, la regardant droit dans les yeux. Gérard intervint, d'une voix basse et apaisante. Ce que ma femme veut dire, c'est que nous voulons juste que les enfants soient stables. Il y a le prêt immobilier, l'assurance, les impôts. Vous savez comment c'est de nos jours. J'ai souri légèrement. Je comprends, et la meilleure façon d'aider est de m'envoyer de l'argent pour que je reste loin d'eux, c'est ça? Victoria ouvrit la bouche, mais je la coupai, mon ton égal et sans hâte, comme si je lisais un rapport dont je connaissais déjà l'issue. Laissez-moi demander clairement, monsieur et madame Lambert, combien au total avez-vous dépensé pour Étienne et Bianca depuis le mariage? Ils se regardèrent, et Victoria répondit avec fierté. Nous ne tenons pas les comptes, mais si vous devez savoir, ce n'est pas un secret. 35 000 pour le mariage, 15 000 pour la lune de miel, 30 000 pour la maison, plus quelques petites dépenses, environ 80 000, à peu de choses près. Mais vraiment, l'argent n'est pas le problème. Nous voulons juste le meilleur pour nos enfants. J'ai hoché la tête et j'ai souri finement. 80 000 €, un chiffre facile à retenir. Et moi, celle qui a élevé, éduqué et travaillé 30 ans pour que ce garçon puisse étudier et grandir. Combien est-ce que je vaux sur votre tableur? L'air se figea. Étienne posa sa fourchette avec un tintement strident. Bianca murmura « Maman, ça suffit. » Mais Victoria leva la main. « Ce n'est rien, ma chérie, » dit-elle, les yeux toujours fixés sur moi. « Madame Hélène, vous vous méprenez. Nous ne mesurons pas l'amour en argent, n'est-ce pas? » Je me penchai en avant. « Alors pourquoi n'ai-je entendu que des chiffres, toute la soirée? Le prix de ce repas, le prix de la lune de miel, le prix de la maison, le prix de votre gentillesse. Et maintenant, le prix de mon silence. » Gérard expira bruyamment et se pencha en arrière, les bras croisés. « En fait, nous essayons d'être respectueux. Peut-être êtes-vous trop sensible. Nous voulons juste de la clarté. Personne ne veut de malentendus dans la famille. » J'ai souri. « Je suis d'accord. La clarté est la meilleure chose. C'est pourquoi je vais demander directement. Madame Victoria, Monsieur Gérard, vous avez dépensé près de 100 000 € pour construire le bonheur des enfants à ce stade. Avez-vous l'impression d'avoir acheté quelque chose pour l'instant? La gratitude? Le respect? Ou juste le droit de donner des ordres? Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot heurta la table comme une goutte de verre froid. Victoria se figea, ses yeux vacillants. Puis elle sourit, essayant de reprendre le contrôle. « Il semble que vous nous mépreniez. Notre famille a toujours cru que le mariage est comme une entreprise. Il a besoin d'une stratégie. Il doit y avoir ceux qui gèrent, ceux qui prennent des responsabilités
et ceux qui connaissent en leur place. C'est ainsi que nous avons maintenu le succès pendant des années. Stratégie familiale, répétai-je avec une légère pointe d'ironie. Ça a l'air intéressant. Et quelle est ma place dans cette stratégie? Un risque à éliminer. Gérard intervint, d'une voix basse mais tendue. Madame Hélène, nous vous respectons. Mais parfois, les personnes âgées doivent prendre un peu de recul pour que les enfants aient de l'espace. Ne vous méprenez pas sur nos bonnes intentions. Je le regardai droit dans les yeux. Calme. Les bonnes intentions ne consistent pas à payer quelqu'un pour qu'il se taise. J'ai pris du recul il y a longtemps, monsieur Gérard. J'ai pris assez de recul pour que mon fils ait toute une vie à lui. Mais ce soir, il semble que ce soit vous deux qui ne savez pas où vous arrêter. Étienne sursauta, ses épaules tremblant. Il n'en pouvait plus. Assez, dit-il, la voix tendue. Je n'ai besoin de personne pour me protéger de ma propre mère. Et ma mère n'a besoin de l'allocation de personne. Bianca lui attrapa la main, effrayée. Étienne, s'il te plaît. Je posai ma main sur l'épaule de mon fils, la serrai légèrement, lui signalant de rester calme. Mon chéri, laisse-moi parler. Je me retournai, mon expression stable. Victoria, je comprends les gens comme vous. Vous croyez que l'argent est le seul langage qui a du poids. Vous croyez que si vous dépensez assez, tout le monde se pliera. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, le respect sincère. Victoria inclina la tête, sa voix un peu tremblante. Êtes-vous en train de m'insulter? Je vous rappelle simplement la vérité. Elle soupira et leva son verre de vin. Quel dommage! Je pensais que ce soir serait une chance de nous rapprocher, mais il semble que... Je la coupai. C'est une réunion d'actionnaires, et je suis la seule qui n'a pas d'action. Gérard posa son verre avec force. Je pense que cette conversation est allée trop loin. J'ai souri. Vous avez raison, mais ce n'est pas moi qui l'ai commencé. Elle essayait toujours de rester composée. Je suis désolée si je vous ai mise mal à l'aise, mais je pense honnêtement que nous devrions avoir des limites. Vous vivez seul, alors je suis sûre que vous comprenez. Étienne doit se concentrer sur sa carrière et sa propre famille, et vous, peut-être devriez-vous profiter de votre vie. Je la regardais sans ciller. Vous voulez dire en profiter ailleurs, n'est-ce pas? Victoria resta silencieuse. Ses yeux disaient tout. Sous les lumières de cristal, je regardais son visage se crisper. Le rouge à lèvres rose pâle au coin de sa bouche semblait se fissurer. Le masque moral qu'elle avait porté toute la soirée se fendillait, ligne par ligne. Je croisais les doigts, me penchai en arrière et demandai d'un ton égal. Savez-vous ce qu'il y a de plus drôle avec les gens qui ont de l'argent? Ils pensent toujours qu'ils peuvent acheter le silence, oubliant que parfois le silence n'est que le prélude à l'écoute de toute la vérité. Victoria ne répondit pas. Seule la musique de jazz flottait de loin. Étienne baissa la tête, les mains serrées. Je posai ma main sur la sienne, la serrai doucement pour dire « Tu n'as pas besoin de parler. Tout est sous contrôle. » Ce dîner, qui avait commencé par de jolies paroles sur la classe sociale, était devenu un duel silencieux. Chaque réplique était une petite lame. Je pouvais sentir le froid du métal dans l'air, un froid qui ne venait pas de la climatisation, mais d'un vernis trop épais sur la prétention. Je restai assise, immobile, regardant Victoria forcer un sourire, entendant Gérard demander l'addition, et sachant que le moment de retourner les cartes était très proche. Je pris la dernière gorgée d'eau et dis doucement mais fermement « Madame Victoria, merci pour votre générosité. Mais je crains de ne pas être quelqu'un qui peut être acheté. Gardez votre argent. Vous en aurez besoin pour ce que cela va vous coûter. » Son visage blêmit. Étienne me regarda avec un mélange de choc et de fierté. Quant à moi,
J'ai seulement souri. Le dîner n'était pas terminé, mais le champ de bataille était dressé. Il ne me restait plus qu'à décider quand tirer la lame. La lumière du restaurant sembla soudain plus dure. Ou peut-être que c'était juste moi. Chaque verre de cristal scintillait comme une centaine d'yeux qui me fixaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Le sourire de Victoria resta crispé. Gérard tapotait ses doigts sur la table à un rythme régulier et inutile. Et Étienne gardait le silence, ses épaules tendues comme une corde sur le point de se rompre. Je pris une lente inspiration, posai mon verre d'eau et parlais d'une voix basse mais claire. « Madame Victoria, je pense que vous avez le droit de savoir qui je suis. Puisque vous avez tant parlé d'argent, pour être juste, je parlerai de valeur. » La table se tut. Je regardais autour de moi, puis continuai. J'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte d'Étienne. Pas de mari, pas de famille autour. J'étais secrétaire dans un petit cabinet d'avocats à Orléans à l'époque. Je tapais à la machine le jour et j'étudiais la comptabilité le soir. Je travaillais 8 heures, puis je rentrais chez moi et je préparais du café pour étudier jusqu'à 2 heures du matin. Chaque euro que je gagnais devait passer par des doigts gercés avant de prendre forme. Je fis une pause, inspirai, sentant le parfum lourd de Victoria dans l'air épais. Il y a eu des jours où je devais choisir entre acheter du lait en poudre et payer la facture d'électricité, mais je ne me suis jamais plainte. Je me suis promis que si je supportais cela une fois, mon enfant n'aurait jamais à le faire. Je levai les yeux vers Étienne. Son visage était tendu, ses yeux humides. Ensuite, j'ai réussi le concours d'entrée à l'IUT pour la comptabilité. Et plus tard, je suis passée aux opérations. Pendant 20 ans, j'ai gravi les échelons un par un, de secrétaire à chef de département, puis directrice de division, puis directrice régionale. Maintenant, je suis vice-présidente exécutive des opérations pour une multinationale. Victoria inclina la tête, les lèvres entr'ouvertes comme si elle ne pouvait pas y croire. Je continuai. Je gère plus de 200 millions d'euros de budget chaque trimestre et je signe des contrats qui tiennent des équipes juridiques entières éveillées toute la nuit. Mon salaire, puisque vous semblez vouloir le savoir, est de 45 000 euros par mois, et ce depuis près de 10 ans. Les couverts se turent. Tout le restaurant semblait assourdi. À une table voisine, quelqu'un rit de sa propre histoire, mais cela sonnait distant et faux. À notre table, il n'y avait que le souffle et le battement de cœur. Étienne murmura, la voix tendue. « Maman, tu ne me l'as jamais dit. » Je regardai mon fils et souris. « Parce que tu n'avais pas besoin de le savoir pour grandir droit. Si tu avais pensé que j'avais de l'argent, tu n'aurais pas appris à te tenir debout par toi-même. Tu avais besoin d'un modèle de courage, pas d'un portefeuille sur lequel t'appuyer. » Bianca releva la tête, les yeux remplis d'un mélange de choc et de honte. « Pourquoi n'en as-tu pas profité ? Avec ce genre d'argent, tu aurais pu vivre n'importe où, faire n'importe quoi. » J'ai souri doucement. « En profiter ? J'y ai pensé, mais j'ai réalisé qu'être riche, ce n'est pas combien l'on a. C'est être libre de ce qu'on n'a pas besoin de prouver. Je vis simplement, non pas parce que je suis pauvre, mais parce que je n'échangerai pas ma paix contre l'admiration de quelqu'un d'autre. » Victoria retroussa la lèvre, sa voix tremblante. « Ça a l'air bien, mais qui le croirait ? Quelqu'un qui gagne 45 000 euros par mois prend un taxi et porte une vieille robe dans un restaurant chic. » Je croisai son regard si fermement qu'elle se pencha en arrière d'une fraction de pouce. « Vous avez raison. Vous n'y croyez pas parce que vous mesurez la valeur d'une personne à son portefeuille. Je la mesure à la façon dont elle traite les personnes vulnérables. Et ce soir, vous m'avez montré exactement ce que vous valez. » La phrase tomba comme un bloc de fer. Gérard s'éclaircit la gorge, essayant de se reprendre. « Madame Hélène, nous ne voulions pas vous offenser. Tout cela est un malentendu. »
J'ai incliné la tête et souri. Quel malentendu! M'offrir 800 € par mois pour disparaître de la vie de mon fils, ou traiter la maison et le mariage comme des investissements qui devraient te rapporter? Victoria posa son verre plus fort que nécessaire. Vous êtes déraisonnable. Non, dis-je lentement. Je suis juste honnête. La différence, c'est que vous n'êtes pas habitué à entendre la vérité. L'air à table devint lourd. Un serveur commença à s'approcher pour remplir les verres de vin, mais Gérard leva la main pour le congédier. Étienne baissa la tête et murmura « Je suis désolé, maman. » Je posai ma main sur la sienne et la serrai. « Non, mon fils, je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin que tu saches qui je suis. » Je me tournai vers Bianca. Elle avait toujours l'air stupéfaite. Je vis quelque chose vaciller dans ses yeux, une petite étincelle sincère. « Tu as demandé pourquoi je ne profite pas de la vie, » dis-je doucement. « Je le fais, à ma manière. Me réveiller chaque matin en sachant que personne ne peut m'acheter, c'est ça le bonheur. Être riche, ce n'est pas se vanter, ma chérie. Être riche, c'est ne pas avoir à prouver quoi que ce soit. » Bianca baissa la tête et hocha la tête, ses épaules tremblant. Je savais que les mots l'avaient atteinte. Je regardais de nouveau Victoria. Son sourire avait disparu. Il ne restait qu'un regard froid et tremblant. « Vous savez, » dis-je lentement, « j'ai rencontré des centaines de personnes comme vous au travail. Des gens qui utilisent l'argent pour acheter l'obéissance et le statut, pour exiger le respect. Mais le vrai respect ne peut pas être acheté. Il doit être donné par la gentillesse. » Victoria serra son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Êtes-vous en train de me faire la morale ?» Doucement, je répondis « Non, je dis ce que vous devriez savoir, mais personne ne vous l'a jamais dit en face. » La table devint plus froide. Aucun ustensile ne bougeait. Le jazz semblait s'estomper. Je sentis les regards des tables voisines, mais personne n'osa s'immiscer. Étienne resta silencieux, son visage un mélange de fierté et de regret. Gérard regarda sa femme, puis moi, commençant à parler, puis s'arrêtant. Je pris une inspiration, me penchai légèrement en arrière et dis d'une voix basse mais ferme : « Considérez ce soir comme notre seule conversation honnête. Je ne ferai plus semblant. Vous et moi n'avons pas besoin de fausses politesses. Je vous comprends. Vous me comprenez. Nous savons toutes les deux que votre argent n'est pas suffisant pour acheter mon silence, et il ne peut certainement pas acheter le respect de mon fils. » Un lourd silence tomba sur la table, comme si toute la pièce retenait son souffle. Victoria se détourna, les lèvres légèrement tremblantes. Gérard inspira brusquement, évitant mon regard. Étienne était assis, immobile, et Bianca, je vis une larme couler sur sa joue. Je n'en dis pas plus. J'en avais dit assez. Ce qui devait être exposé l'était, et ce qui devait se fissurer commençait à se fendre. Je jetai un coup d'œil autour de moi, les reflets de cristal dans mes yeux, dans le vin rouge, sur ces visages rigides. Et je sus qu'à partir de ce moment, personne ne pourrait plus jamais me voir comme la pauvre vieille femme. Je n'avais pas besoin de crier ou d'agir en victorieuse. Ce silence, lourd comme du plomb, suffisait à me dire que je venais de vaincre une vie de prétention avec la vérité elle-même. L'air à table était aussi épais qu'un brouillard froid. Victoria ne disait rien, mais ses yeux s'accrochaient à leur fierté. Gérard croisa les bras, regardant par la fenêtre comme s'il voulait s'échapper. Étienne était assis, immobile, son visage un mélange de choc et de colère contenue. Bianca baissa la tête, les doigts entrelacés sous la table. Le serveur s'approcha, son sourire poli, un peu crispé. « Souhaitez-vous un dessert ou un café ?» Personne ne répondit.
Victoria retrouva son calme, agita légèrement la main. Pas besoin, apportez l'addition. Sa voix était douce, mais froide, comme si dans quelques minutes, elle reprendrait le contrôle. Le serveur hocha la tête, s'éloigna et revint quelques minutes plus tard avec un porte-addition en cuir. Il posa la note devant Gérard et s'inclina légèrement. Le total est de 750 €, monsieur. Gérard hocha la tête, sortit une carte de crédit platine brillante et la fit glisser. Utilisez celle-ci. Le serveur s'inclina et se dirigea vers la caisse. Victoria ajusta sa serviette et murmura à son mari. Nous paierons, bien sûr. Nous n'allons pas paraître radins pour une petite affaire. Gérard grogna seulement. 3 minutes passèrent. Le serveur revint, arborant toujours son sourire professionnel. Je suis désolé, monsieur. Votre carte a été refusée. L'air se figea. Victoria sursauta, haussa un sourcil. Quoi? Impossible! Cette carte n'est jamais refusée. Il pourrait s'agir d'un problème de connexion système, madame, dit doucement l'employé. Gérard fronça les sourcils, sortit une autre carte, dorée, et l'attendit. Essayez celle-ci. Le serveur s'inclina et repartit. Bianca était assise, rigide. Étienne fixait la table. Je pouvais entendre une cuillère teinter à la table voisine, le seul son dans une pièce silencieuse. Puis le serveur revint. « Je suis désolé, monsieur, » dit-il. La deuxième carte a également été refusée. La banque l'a peut-être temporairement bloquée pour suspicion d'activité frauduleuse. Gérard blêmit et attrapa son téléphone, cinglant. C'est définitivement une erreur système. Victoria siffla entre ses dents, essayant de sauver la face. Ne fais pas de scène dans le restaurant. Je regardais et ne dis rien. Parfois, le silence est le couteau le plus aiguisé. Puis j'ouvris le sac en toile à côté de moi et j'en sortis un portefeuille en cuir marron, foncé, usé. J'en tirai une carte noire mate gravée en argent. Hélène Dubois, compte d'entreprise. Je posai légèrement la carte sur la table. « Utilisez ceci pour payer, » dis-je calmement, « et ajoutez 200 € pour le pourboire. Considérez cela comme ma contribution à la soirée. » Le serveur cligna des yeux, puis s'inclina légèrement. « Oui, Madame Dubois ?» Je vis les yeux de Victoria trembler. Elle regarda la carte comme si c'était une arme. Gérard était assis, figé, le téléphone à la main, oubliant qu'il était en attente avec la banque. Étienne leva les yeux écarquillés comme s'il voyait sa mère pour la première fois. Moins d'1 minute plus tard, le serveur revint. « Paiement approuvé, Madame Dubois, » ajouta-t-il. « Le pourboire comme demandé. »« Merci, » hochai-je la tête. « Merci. Excellent service. » Il s'inclina et partit. Le silence tomba sur la table. Seul le jazz lointain et la lumière de cristal se dispersant sur la table, comme de fines marques de couteau restaient. Je fis doucement tourner mon verre d'eau et dis, presque comme une brise, « Étrange, n'est-ce pas? Une petite carte peut révéler qui sont vraiment les gens. Quand elle fonctionne, ils se sentent puissants. Mais si elle s'arrête une seconde, toute cette fausse classe s'effondre. » Victoria serra les lèvres. « Essayez-vous de m'humilier? » J'ai incliné la tête. « Non, je vous sers simplement le même plat que vous avez servi toute la soirée. Seulement, je le sers avec la vérité. » Elle inspira et essaya de stabiliser sa voix. « Je n'ai pas besoin d'une leçon de morale. »« Peut-être pas, » dis-je, les yeux fixés sur elle. « Mais vous venez d'en recevoir une gratuitement. » Étienne était assis, immobile, les poings serrés sous la table. Bianca fixait le sol, les lèvres tremblantes. Je pris une petite gorgée d'eau, posai le verre, ma voix toujours douce mais froide. Ma carte n'a pas de limite, mais je ne l'utilise que lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous savez, Victoria,
Parfois, la personne la plus riche dans la pièce est celle qui a le moins besoin de le prouver. Quand j'ai posé la carte sur la table, je n'étais plus en colère. Je me sentais juste triste pour les gens qui pensent que la valeur réside dans un portefeuille. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça, jugeant les autres sur les apparences? Si oui, racontez-moi un peu. Peut-être que dans ces commentaires, nous trouverons des leçons qui valent plus que n'importe quelle carte. Victoria ne dit rien. Son visage devint raide, le rouge à lèvres maculé au coin. Je me penchai en avant, adoucis mon regard et baissai la voix. Considérez cela comme une petite leçon, Madame Lambert. Une carte ne crée pas de valeur, mais la façon dont les gens traitent quelqu'un qu'ils supposent pauvre, cela vous dit tout. Je me redressai, ma main effleurant le vieux sac en toile. Et ce soir, je pense que j'en ai assez vu. L'air était toujours épais, mais différent maintenant. Le pouvoir n'était plus de leur côté. Il reposait dans ma voix, dans les yeux d'Étienne et dans le lourd silence de Victoria Lambert. J'ai souri faiblement et j'ai incliné la tête. Merci pour le dîner. Personne ne répondit. C'était juste moi, assise calmement, attendant le dessert que je savais que personne n'aurait le cœur de toucher. Je restais assise, immobile, faisant lentement tourner mon verre d'eau. La lumière du lustre au-dessus se reflétait à travers l'eau claire, projetant des traînées entrecroisées, comme une toile d'araignée, délicate mais inéluctable. Personne ne parlait. Le saxophone dans le coin sonnait comme un air d'adieu pour une fierté qui venait de tomber. Je levai la tête et regardai autour de la table. 3 visages, 3 réactions différentes. Victoria était assise bien droite, les mains jointes, son sourire ayant depuis longtemps disparu. Seule la raideur restait, feignant le calme. Gérard évitait mon regard, ses doigts tapotant un rythme régulier et inutile. L'habitude de quelqu'un qui retient sa honte. Bianca avait la tête baissée, les épaules tremblantes, les lèvres pincées. Étienne était différent. Mon fils me regardait, avec des yeux à la fois larmoyants et brillants, le regard de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il s'était trompé depuis trop longtemps. Je pris une lente inspiration. Puis, doucement, mais clairement, je dis « Madame Victoria, je pense que nous avons tous reçu une leçon précieuse ce soir. » Victoria sursauta et leva les yeux. « Que voulez-vous de plus? Les cartes refusées n'étaient qu'une erreur système. » Je levai la main pour la couper, la voix calme. « Non, je ne veux rien. Je veux juste dire ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. L'argent ne peut pas acheter la classe, la compassion ou la dignité. » La pièce se figea. Je vis Gérard froncer les sourcils et Victoria plisser les yeux comme si elle était prête à répliquer. Mais cette fois, je ne les laissai pas parler. Ce soir, vous et votre mari m'avez montré comment les gens riches traitent quelqu'un qu'ils pensent pauvre, dis-je lentement. Dès l'instant où je suis entrée, vous avez décidé de ma place dans votre monde, au bout de la table, là où personne ne remarquerait, là où une femme avec un sac en toile ne gâcherait pas votre tableau élégant. J'inclinai la tête, fixant Victoria dans les yeux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque vous méprisez quelqu'un, vous vous exposez vous-même. Victoria ouvrit la bouche, la voix tremblante. Vous exagérez. J'essayais juste de rendre les choses confortables. Je ne la laissai pas finir. Confortable quand vous avez demandé si mon salaire était suffisant pour vivre? Quand vous avez qualifié mon travail de pitoyable mais courageux? Quand vous avez compté chaque euro que vous avez dépensé pour votre fille et que vous avez appelé cela un investissement dans l'avenir? Si c'est ça, être confortable, alors je crains que votre définition ne soit pas partagée par le reste de l'humanité. Elle pâlit et regarda Gérard pour obtenir de l'aide. Il expira et dit doucement « Madame Hélène,
Nous ne voulons que le meilleur pour nos enfants. Peut-être que nos mots étaient un peu brusques. Mais vouloir le meilleur en achetant le silence? Le coupai-je, toujours calme, mais plus tranchante. Vouloir le meilleur en m'offrant 800 € par mois pour que je puisse alléger le fardeau d'Étienne? Ce n'est pas le meilleur, monsieur Gérard. C'est une transaction. Pire, c'est du mépris enrobé de sucre. La pièce devint silencieuse. Je pouvais entendre des verres de vin teintés à une table lointaine et une cuillère tomber par terre. Étienne se redressa et Bianca leva la tête, ses yeux brillants. Je regardai directement Victoria. « Savez-vous ce qui m'attriste le plus? Pas que vous me méprisiez. J'ai l'habitude d'être mal jugée. C'est que vous enseignez à votre fille que la valeur des autres réside dans l'argent qu'ils apportent à la table. Vous appelez ça de la classe, mais c'est juste de l'arrogance déguisée en courtoisie. » Victoria resta silencieuse. Pour la première fois, sa fierté semblait aussi fine que du papier. Je me tournai vers Bianca, adoucissant ma voix. « Et toi, Bianca ?» Elle tressaillit et leva les yeux. « Tu n'es pas une mauvaise personne, » dis-je. « Tu as peur. Tu as vu ce qui n'allait pas, mais tu as choisi le silence. Le silence face à l'injustice l'aide à grandir. J'espère que tu ne le feras plus jamais. Pas avec moi. Avec personne. » Bianca se mordit la lèvre alors qu'une larme tombait sur la table. « Je suis désolée. Je ne savais pas que ça deviendrait comme ça. » J'ai hoché la tête. « Maintenant, tu sais. Et savoir signifie que tu peux encore changer. » Je me suis retournée vers Victoria. « Vous avez dit que ce soir était pour resserrer les liens familiaux. D'une certaine manière, vous aviez raison. Juste pas de la manière que vous imaginiez. Ce soir, votre mépris a rappelé à mon fils ce qui compte le plus, le respect de soi. » Étienne se leva brusquement. La chaise racla le sol avec un craquement sec. Il me prit la main, la voix tremblante. « Maman, allons-y. Je ne veux pas rester assise ici une seconde de plus. » Je restai assise, serrai sa main, puis me tournai vers Victoria une dernière fois. « Madame Lambert, je ne vous en veux pas. J'espère seulement qu'un jour, en vous regardant dans le miroir, vous verrez ce que j'ai vu ce soir. Pas une femme raffinée, mais quelqu'un qui se cache de la vérité à l'intérieur d'une robe coûteuse. » Je me levai. Avant de quitter la table, je jetai un coup d'œil au reçu qui traînait encore là, où les mots « payés par Hélène Dubois » étaient en gras et clairs sous les lumières. Je dis doucement, calmement. « Vous pouvez garder ce reçu comme souvenir. La prochaine fois que vous évaluerez une personne à son portefeuille, souvenez-vous qu'il y a des factures que vous n'êtes pas qualifié pour payer. » Victoria me fixa, les yeux écarquillés, clignant rapidement des yeux pour cacher la larme qui allait tomber. Toute l'arrogance avait disparu, laissant un espace vide comme un château de sable emporté par la marée. Gérard baissa les yeux, à court de mots. Bianca hoqueta et se détourna. Étienne se tenait à côté de moi, sa main chaude serrant la mienne. Je pris une profonde inspiration et dis la dernière phrase de la soirée. La nourriture était bonne, mais la leçon était meilleure. Personne ne répondit. Seule la lumière chaude scintillait sur la table comme des éclats de miroirs brisés. Magnifique, mais ça piquait. Je me suis retournée et je suis partie. Cette fois, je n'avais pas besoin de regarder en arrière. Je savais que derrière moi, un monde factice s'effondrait morceau par morceau sans que je lève le petit doigt. Alors que je franchissais la porte vitrée, l'air de la nuit s'engouffra, frais et étrangement doux. La ville à l'extérieur brillait toujours. Les gens se dépêchaient, et moi, je sentis simplement le poids se soulever de mes épaules. Étienne suivait, marchant lentement. Il ne dit rien, resta juste à côté de moi, la main tenant toujours fermement la mienne.
Je l'entendis murmurer. Je ne savais pas que tu étais si forte. J'ai souri et répondu doucement. Ce n'est pas de la force, mon fils. Je sais juste quand me taire. Et quand parler? Nous nous sommes arrêtés à l'entrée, les lumières derrière nous projetant nos ombres sur le trottoir. La brise nocturne traversait mes cheveux argentés, emportant une pointe de café et de jasmin. J'ai levé les yeux vers un ciel délavé par la lumière de la ville. « Tu vois, Étienne, dis-je tranquillement. Parfois, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de parler au bon moment, au bon endroit, avec la voix de quelqu'un qui en a trop marre de la prétention. » Il serra ma main. « Tu les as fait écouter. Tu sais ça ?» J'ai souri légèrement. « Non, mon fils. Je n'avais pas besoin qu'ils écoutent. J'avais juste besoin qu'ils comprennent. » Nous avons continué à marcher. Derrière nous, la porte du restaurant se referma. Un petit son qui ressemblait au point final d'un long chapitre de ma vie. Je savais qu'à partir de ce soir, Victoria Lambert ne regarderait plus jamais personne avec le même vieux mépris. Personne ne peut rester calme après s'être vu sous une lumière aussi crue. Quant à moi, cette bataille s'est terminée au bon moment. Pas avec de la colère, pas avec des mots durs, mais avec la vérité. Je me suis tournée vers Étienne. J'ai souri. « Allons-y, mon fils. J'ai plus envie d'une tisane à la menthe que de vin. » Étienne laissa échapper un petit rire, léger, mais réel, comme s'il effaçait la lourdeur de la soirée. Nous sommes partis dans la nuit fraîche. Je pouvais sentir la brise sur mes épaules, douce comme une félicitation de la vie elle-même. Enfin, tu as dit ce qui devait être dit. Un léger vent nocturne nous suivit sur le trottoir. Les lumières de la ville s'étalaient comme de l'or sur la rue mouillée, les gaz d'échappement se mêlant au jasmin qui flottait du parc voisin. Étienne parla le premier, sa voix encore tendue. « Maman, je veux te ramener à la maison. » Je posai ma main sur son épaule et secouai la tête. « Pas besoin, Étienne. Ramène Bianca à la maison. Elle a plus besoin de toi que moi. Ce soir, tout le monde a appris quelque chose. » Il resta silencieux un moment, puis hocha la tête, les yeux brillants. « Je comprends, mais maman, je veux juste te dire que je suis fière de toi. » J'ai souri. « Je sais, mon fils. Merci. » Je l'ai serré dans mes bras, seulement quelques secondes, mais chaleureux et réel. Puis je me suis retournée, j'ai levé la main pour un taxi qui ralentissait de l'autre côté de la rue. Quand la porte s'est ouverte, une chaleur s'est échappée avec la voix rauque mais amicale d'un homme d'âge mûr. « Où allez-vous si tard, madame ?»« La résidence Bellevue, à l'angle de la rue de l'Érable. » Il hocha la tête, un bref sourire scintillant dans le rétroviseur. La voiture s'avança. Dehors, des rangées de lumière jaune glissaient en arrière par la fenêtre et se dissolvaient dans l'obscurité. Dans la cabine silencieuse, il n'y avait que le vent et le tic-tac régulier du compteur du taxi. J'ai appuyé ma tête contre la vitre. J'ai regardé les arbres défiler et je me suis sentie comme si je flottais dans la nuit la plus douce que j'avais eue depuis des années. Le chauffeur me regarda dans le miroir. « Vous venez de gagner un combat, n'est-ce pas ?» J'étais un peu surprise. « Comment le savez-vous ?» Il gloussa doucement. « Je conduis des gens depuis 30 ans. Ceux qui perdent s'assoient en silence et évitent le miroir. Ceux qui gagnent ont l'air paisibles, comme si leurs épaules venaient de déposer le monde entier. » J'ai souri aussi. « Peut-être que vous avez raison. » Un combat très silencieux, mais il a fallu des années de silence pour s'y préparer. Il hocha la tête, les yeux sur la route. Je connais ce sentiment. J'ai eu un combat comme ça une fois. Seulement, je n'ai pas gagné. J'ai étudié son visage dans le miroir. La lumière de la rue gravait des rides profondes. Avec qui ? Avec ma femme,
dit-il, la voix plus basse. Elle est décédée l'année dernière. Nous avons été ensemble 40 ans, et la plupart de ce temps, j'ai essayé de prouver que j'avais raison sur tout. Quand elle est morte, j'ai réalisé que certaines choses n'ont pas besoin d'être gagnées. Elles ont juste besoin d'honnêteté. Il sourit faiblement, mais ses yeux s'égarèrent au loin. Elle disait toujours « La vérité apporte la paix, même quand elle fait mal. » Quand j'étais jeune, je riais. Je pensais qu'elle était philosophe. Maintenant, je sais qu'elle avait raison. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai demandé doucement « Comment était-elle » ? « Douce mais forte, » dit-il, une étincelle chaleureuse dans les yeux. Elle ne cachait jamais ce qu'elle ressentait. Je me souviens une fois, j'ai perdu nos économies. Elle ne m'a pas grondée, elle a juste dit « Je n'ai pas besoin que tu sois malin. J'ai besoin que tu sois honnête. » Cette phrase m'est restée toute la vie. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. J'ai souri. Peut-être parce que je viens d'apprendre la même leçon, seulement dans un restaurant au lieu d'un mariage. Il me jeta un autre regard rapide et un petit rire. « Alors, vous avez gagné. » J'ai dit « Pas exactement. J'ai juste arrêté de perdre contre moi-même. » Le taxi se tut pendant un long moment. Les pneus bourdonnaient contre la route comme la respiration régulière d'une nuit paisible. J'ai regardé le lac du parc reflétant les lumières de la rue, scintillant comme des souvenirs qui se dissolvent. J'ai parlé doucement, presque pour moi-même. J'ai réalisé que je ne cherchais pas à prouver que je suis riche. Je voulais être libre de devoir prouver quoi que ce soit. Il hocha lentement la tête, puis demanda d'une voix chaude et prudente. « Ça vous dérange si je vous pose une question personnelle? Êtes-vous riche ?» J'ai ri et j'ai secoué la tête. Pas de la manière dont les gens l'entendent habituellement. « Comment l'entendez-vous alors ?» J'ai regardé les lumières de la rue s'aligner comme un ruban d'étoiles filantes. Je suis riche en paix, riche en liberté et riche en l'amour de mon fils. Le reste, ce ne sont que des chiffres sur un compte. Le chauffeur sourit, la gentillesse dans ses yeux, dans le miroir. On dirait quelque chose que ma femme disait. Elle disait « Être vraiment riche, c'est se coucher sans un poids sur la poitrine et se réveiller en sachant qu'on ne doit rien à personne. » J'ai hoché la tête. Je m'en souviendrai. Nous avons traversé le centre-ville, les tours illuminées et toujours animées. J'ai regardé les gens bouger, des visages pressés. Combien d'entre eux couraient pour l'argent? Combien pour l'orgueil? Combien juste pour éviter d'être méprisés? Quand le taxi a tourné dans la petite rue menant à mon immeuble, je me suis sentie légère. Le vacarme du dîner s'est dissipé comme un rêve refermé. Je n'étais plus en colère, pas amère. Juste une petite nouvelle lueur à l'intérieur, petite mais réelle. Nous nous sommes arrêtés devant l'immeuble. Le chauffeur s'est retourné et a dit « Nous y sommes, Madame Dubois. » J'ai souri et j'ai cherché de l'argent, puis je me suis arrêtée. « Quel est votre nom ?»« Raymond, Madame. » J'ai sorti de l'argent supplémentaire, je l'ai plié et je le lui ai tendu. C'est pour une gentillesse rare dans un monde qui a oublié comment écouter. Il l'a accepté, un peu surpris, puis a souri. Je ne suis pas sûre d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. « Vous avez dit la vérité ?» ai-je dit. « Ce n'est pas rien. » Il hocha légèrement la tête, l'émotion réchauffant ses yeux. « Vous aussi, Madame Dubois. Ce soir, vous avez gagné sans avoir à vous battre. » J'ai ouvert la porte et je suis sortie. L'air de la nuit a caressé mon visage. Alors que je fermais la porte, il s'inclina depuis le miroir. « J'espère que vous garderez cette paix. Elle vaut plus que n'importe quelle carte noire sur terre. » J'ai souri faiblement et j'ai regardé le taxi disparaître au coin de la rue.
Mon immeuble n'est pas luxueux, juste un vieil immeuble de 8 étages avec une peinture beige délavée. Mais quand je suis entrée, tout semblait chaleureux. Les lumières du couloir étaient d'un or doux, mes pas, un léger tapotement sur le carrelage. J'ai déverrouillé mon petit appartement, la lavande flottait, le parfum que je vaporise chaque matin avant le travail. J'ai posé mon sac sur la chaise, j'ai accroché mon manteau et j'ai rempli la bouilloire. Le sifflement, le chuintement de la vapeur, tout cela était familier et réconfortant. J'ai préparé une tasse de tisane à la menthe, j'ai ajouté une fine tranche de citron et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Les lumières de la rue passaient à travers les rideaux, assez pour faire briller la pièce sans éblouir. J'ai pris la télécommande et j'ai éteint la télévision. Pas besoin de bruit. Ce soir, je voulais entendre le silence. J'ai pris la première gorgée, la chaleur glissant dans ma gorge. Je me sentais vraiment en paix. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à cacher la partie forte de moi-même. Mon téléphone s'est allumé. Un nouveau message d'Étienne. Maman, je veux juste te dire que je suis fière de toi. Merci de m'avoir appris à me tenir du bon côté. J'ai lu lentement, chaque mot coulant dans mon cœur. Ma main tremblait un peu, non pas à cause de l'âge, mais d'une émotion profonde et silencieuse. J'ai tapé une courte réponse, seulement 4 mots. Je suis fière aussi. J'ai posé le téléphone, je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. Dehors, le vent chuchotait à la fenêtre comme un doux murmure. J'ai pensé au chauffeur, à sa phrase. La vérité apporte la paix, même quand elle fait mal. J'ai souri doucement. Oui, ce soir, la vérité a fait mal et elle m'a libérée. J'ai écouté le tic-tac de l'horloge. Chaque battement était un nouveau souffle de liberté, de vieillesse calme, de gratitude. Je savais qu'à partir de maintenant, je n'avais plus rien à prouver. Pas au monde, pas à personne, juste à vivre bien et à vivre tranquillement. J'ai murmuré pour moi-même, ou peut-être pour quelqu'un de lointain. Chaque bataille se termine quand nous choisissons la vérité. Puis j'ai souri. J'ai pris une autre gorgée de tisane et j'ai regardé par la fenêtre où les lumières se reflétaient sur le ciel brumeux. Doux comme mon cœur se sentait maintenant. Dimanche matin. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, douce et claire comme un baume après une longue nuit. La tisane dans ma tasse était encore chaude. J'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la petite cour, quelques moineaux picorant sur la jardinière. C'était si calme que j'ai presque oublié que la nuit dernière avait été une tempête. Mon téléphone a vibré, brisant le calme fragile. L'écran affichait le nom d'Étienne. J'ai répondu, et mon fils a parlé tout de suite, urgent, mais pas tremblant comme la nuit dernière. Clair comme quelqu'un qui vient de franchir un seuil important. Maman, je viens de parler à mes beaux-parents. J'ai posé ma tasse. Étienne a pris une longue inspiration. Hier soir, quand j'ai ramené Bianca à la maison, ils attendaient dans le salon. Je savais qu'une tempête se préparait. Victoria a commencé par me demander ce que j'avais dit pour que tu l'humilies. Je n'ai pas répondu, mais quand elle a dit « Tu as embarrassé toute la famille », je n'ai pas pu le supporter. Sa voix s'est étranglée, puis s'est stabilisée. Je leur ai dit que pour la première fois de ma vie, je me sentais honteux. Non pas de toi, mais d'eux, parce qu'ils ont transformé un dîner en un acte d'humiliation. J'ai tout dit, maman, tout ce que j'ai retenu depuis si longtemps. Je suis restée silencieuse et je l'ai laissé continuer. Je leur ai dit, a poursuivi Étienne, qu'à partir du moment où ils t'ont dit de t'asseoir au bout de la table, j'ai vu à quel point j'étais petit,
parce que je suis resté silencieux, parce que je les ai laissés penser que tu n'étais pas digne de respect. Je leur ai dit que l'argent du mariage, l'argent de la maison, l'argent de la lune de miel, toutes les choses dont ils se vantaient ne me rendaient pas reconnaissant. Ils me donnaient l'impression d'être achetés. Mon cœur se serra un peu. Sa voix était celle d'un adulte, mais pleine d'une vieille douleur accumulée. « Et ensuite, qu'as-tu dit ?» demandai-je. Étienne inspira. « J'ai fixé de nouvelles conditions. J'ai dit que s'ils voulaient que nous restions dans leur vie, il devait y avoir 3 règles. 1. Pas de contrôle par l'argent. 2. Ne humilier personne, ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Et 3. S'ils ne peuvent pas montrer de respect, il vaut mieux qu'ils se taisent. » Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa respiration. Une longue et lourde respiration, puis plus légère. « Victoria a explosé, » dit-il, une pointe d'amertume dans la voix. « Elle m'a traité d'ingrat, a dit que sans eux, je ne serais rien. Gérard a frappé la table et a menacé de revoir le testament. Je ne les ai jamais vus aussi en colère. Mais je n'ai pas reculé. Pour la première fois de ma vie, je suis resté là et je ne me suis pas excusé. » J'ai souri doucement. « Tu n'as pas besoin de t'excuser quand tu dis la vérité. »« Je sais, » dit-il, sa voix baissant. « Ce qui m'a surpris, c'est Bianca. Tu te souviens comme elle est restée silencieuse pendant tout le dîner? Ce matin, quand Victoria a commencé à te démolir, Bianca s'est levée. Elle a dit « Ça suffit, maman. Madame Hélène n'a humilié personne. Tu lui dois des excuses. » Je me suis immobilisée, la gorge nouée. Étienne continua lentement, comme si se précipiter risquait de briser le moment. « Je n'ai jamais vu Bianca parler à ses parents comme ça. Elle tremblait, mais elle a continué. Quand Gérard a dit qu'elle était aussi ingrate que son mari, Bianca a dit « Non, je ne suis reconnaissante qu'envers les gens qui respectent les autres. » Le silence s'étira sur la ligne. Je pouvais imaginer leur pièce scintillante devenir soudainement silencieuse, personne n'osant dire un mot de plus. Puis ils sont partis en trombe, dit Étienne. Victoria a jeté son sac à main sur la table. Gérard n'a rien dit. La porte a claqué si fort que le cadre a tremblé. Mais voilà la partie étrange, maman. Je me suis senti plus léger, comme si une corde dont j'ignorais l'existence venait de glisser de mon cou. J'ai ri sous cape, les larmes montant. C'est ce que l'on ressent quand on construit ses propres limites, mon fils. Étienne fit une pause. Je l'entendis respirer, puis un petit rire. Tu sais quoi? J'ai entendu ta voix dans la mienne. Je comprends maintenant. Ta force n'est pas faite pour battre qui que ce soit, c'est pour ne pas se perdre soi-même. J'ai gloussé, ma voix rauque d'émotion. Exactement, Étienne. Et à partir de maintenant, tiens-toi à ça. Peu importe dans quelle maison tu es, peu importe avec qui tu es, ne laisse personne décider de ta valeur avec son portefeuille ou son ton. Ma maison, ce sont mes principes, répondit-il doucement. Je te le promets. Un silence confortable s'installa entre nous. Puis, il reprit la parole, plus lentement, plus doucement. Je veux te dire ceci. Bianca a demandé quelques jours pour réfléchir. Elle veut venir te voir. Mais je lui ai dit d'attendre d'être vraiment calme. Veux-tu la voir? J'ai pris une inspiration. Je le ferai, mais pas tout de suite. Des excuses précipitées sont des excuses vides. Laissons le temps faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Étienne laissa échapper un petit rire. Mon Dieu, c'est tellement toi. Même le pardon a des règles. J'ai ri avec lui. Le pardon sans limite n'est qu'un billet aller-retour pour se faire blesser à nouveau, mon fils. Il devint pensif. Tu as raison. Bianca comprend maintenant. Je pense qu'elle va changer. Bien. Mais souviens-toi,
Si quelqu'un change vraiment, il ne le dit pas, il le montre. Laisse-moi la rencontrer quand tu pourras sentir la différence pour de vrai. Étienne resta silencieux, puis dit doucement: Maman, merci de m'avoir montré comment garder mon respect de moi-même sans crier. J'ai souri, écoutant mon cœur se calmer après de longues journées de tension. Je n'ai rien fait, Étienne. J'ai juste vécu de la manière dont je veux que tu vives. Silence à nouveau. Nous n'avions pas besoin de plus de mots. Parfois, le silence est le plus chaleureux des « je t'aime ». Après un moment, Étienne dit, plus léger maintenant: Je dois y aller, maman. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te parler comme ça. J'ai ri doucement. Je te crois. Et mon fils, si tu as des enfants un jour, apprends-leur ceci. Aimer quelqu'un ne signifie pas endurer sans limite. Je m'en souviendrai, dit-il. Je t'appellerai plus tard. D'accord, d'accord, mon fils. Je l'entendis expirer, comme si le dernier fardeau s'envolait. Puis l'appel se termina. Je restai assise, immobile, le téléphone à la main. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, déposant un or pâle sur la table. Je me penchai en arrière dans le fauteuil et soupirai. Un soupir léger, pas fatigué, mais libéré. La tisane avait refroidi. Je levai la tasse, pris la dernière gorgée, goûtant la menthe avec une trace d'amertume. La vie, après tout, est comme cette tasse. On en saisit la vraie saveur qu'une fois qu'elle a refroidi. Je regardais par la fenêtre. La lumière du soleil scintillait sur les toits des voitures en bas. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main, parlant doucement, plein de chaleur. J'ai souri. Pendant un instant, je me sentis complètement à l'aise. Puis, sans raison claire, j'ai pensé à Victoria. Son dernier regard avant que je ne quitte la table, celui de quelqu'un qui réalise qu'elle a perdu le pouvoir. Je n'étais pas en colère. Je me sentais un peu désolée. Personne n'est vraiment heureux en vivant en méprisant les autres. J'ai posé ma main sur mon cœur et j'ai senti son battement régulier. Peut-être que les limites ne sont pas seulement la ligne entre moi et eux, mais la corde qui m'empêche de devenir comme eux. Mon téléphone s'alluma de nouveau. Un nouveau message d'Étienne. Maman, je me promène avec Bianca. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle me voit être moi-même. Merci, maman. Je l'ai lu et j'ai souri. Un sentiment étrange monta, un mélange de fierté et de paix que j'avais attendu longtemps de ressentir. J'ai posé le téléphone, je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, en fines bandes sur le mur, scintillant comme le souffle d'un nouveau matin. Je savais qu'à partir de maintenant, les choses ne seraient plus les mêmes. Et c'était bien, car enfin la limite était construite, non pas avec de la colère, mais avec du calme et du respect de soi. J'ai expiré et je me suis bénie d'un murmure. Paix, Hélène. Maintenant, tu peux vivre. Lundi matin, la ville se réveilla plus lentement que d'habitude. Moins de bruit de circulation, pas l'agitation des heures de pointe. J'ai décidé de marcher jusqu'au petit parc à quelques rues de mon immeuble, l'endroit où je vais quand j'ai besoin d'un matin calme pour réfléchir. Le ciel était haut et clair, plein de soleil. La lumière scintillait sur la rosée, encore accrochée aux feuilles, donnant à la rue un aspect poudré de paillettes douces. Je portais de vieilles baskets, une veste en tricot grise et la tasse de café en carton que je prépare chaque matin. Le parc n'était pas bondé. Quelques personnes âgées faisaient du tai chi. Des enfants pédalaient autour de la fontaine. J'ai choisi un chemin ombragé où les feuilles chuchotaient comme une vieille berceuse. Au bout, j'ai vu une femme âgée sur un banc, un sac de miettes de pain sur ses genoux, des dizaines de pigeons jacassant à ses pieds.
Ses cheveux étaient d'un blanc nuageux, sa silhouette petite, enveloppée dans un manteau beige usé. Chaque fois qu'elle jetait une poignée de miettes, les oiseaux plongeaient, battant des ailes, puis se regroupaient et picoraient les morceaux. Elle souriait tranquillement, son visage une carte de rides profonde, ses yeux brillants comme le matin. Je me suis arrêtée et j'ai dit doucement « Ils ont l'air de vous aimer ». Elle s'est retournée et a souri, la voix tremblante mais claire. « Oh, ils aiment juste le pain, pas moi. » J'ai ri et je me suis assise à côté d'elle. « Peut-être parce que vous les nourrissez. Ils vous font confiance. » Elle haussa une épaule. « Peut-être. Mais je pense que les oiseaux ne se soucient pas de savoir qui est riche ou pauvre, qui conduit ou qui marche. Ils savent seulement qui partage son pain. » J'ai hoché la tête et j'ai regardé les pigeons picorer les miettes sur le béton. L'un d'eux a sauté sur son genou. Elle a souri et lui a caressé le dos. Puis, comme si elle avait lu dans mes pensées, elle a poursuivi. « Les gens sont beaucoup plus compliqués que les oiseaux. Nous inventons la classe sociale, les échelles et le statut. Puis, nous souffrons à cause de ce que nous avons construit. » Je la regardais, surprise par les paroles de quelqu'un d'apparence si simple. « Vous avez vécu ça ?» Elle gloussa. « Qui ne l'a pas vécu ? J'étais enseignante. J'ai enseigné toute ma vie. Petit salaire, cœur calme. Mon ex-mari était le contraire. Il voulait toujours gravir les échelons. Grande maison, nouvelle voiture, club chic. Plus il grimpait, plus il se sentait seul. Quand il est décédé, j'ai réalisé que la seule chose qui reste, ce n'est pas la maison ou les économies. C'est la façon dont vous avez traité les gens. » Un étrange sentiment de tendresse monta en moi. J'ai pensé à Victoria et Gérard, élégants sous les lumières de cristal et le vin rouge. Mais lorsque les cartes ont été refusées, leur pouvoir s'est dissipé comme du sable et de l'eau. J'ai imaginé leurs visages ce soir-là, riches en choses, pauvres en joie, pauvres en sincérité, pauvres en gentillesse. « Vous avez raison, » dis-je doucement. Beaucoup grimpent en se perdant, puis se demandent pourquoi ils se sentent encore vides. Elle me regarda, les yeux bienveillants et profonds. « Ma chère, à la fin, ce qui reste, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que les gens ont ressenti quand vous étiez là. Ce sentiment, c'est le véritable héritage. » Je me sentis calme. Ces mots résonnaient comme une leçon que j'avais mis toute une vie à apprendre. Simple, mais percutante. Elle continuait à émietter du pain dans ses mains, le dispersant sur l'herbe. « Je viens ici le matin, » dit-elle. « Non pas parce que j'aime les oiseaux, mais parce qu'ils me rappellent que la bonté n'a pas besoin de preuves. Ils mangent ensemble, aucun au-dessus de l'autre. Quand le pain est fini, ils s'envolent. Pas de reproches, pas de chichi. » Je la regardais, une chaleur montant dans ma poitrine. « Savez-vous que vous m'avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui ?» Elle sourit. « Vraiment ? Vous ne m'avez rien appris du tout. Vous m'avez juste montré comment apprendre une leçon coûteuse sans la payer. » La vieille femme gloussa, sa voix rauque par l'âge. Si chaque leçon était aussi bon marché, le monde souffrirait beaucoup moins. J'ai ri aussi, puis nous nous sommes tus toutes les deux. Seul le battement des ailes et la brise agitant les feuilles au-dessus restaient. Quand je me suis levée, elle m'a regardée et a dit doucement « Souvenez-vous de ceci, ma chère. L'argent peut acheter un dîner chic, mais il ne peut pas acheter un sommeil paisible. N'oubliez pas ça. » J'ai hoché la tête. « Merci. » J'ai marché lentement le long du chemin, sentant quelque chose en moi se relâcher enfin. À chaque pas, un peu de la lassitude que j'avais portée si longtemps semblait s'effacer. Quand j'ai quitté le parc, la lumière du soleil s'était intensifiée.
J'ai plissé les yeux vers le ciel, où la lumière filtrait à travers les feuilles, dorées comme du miel. À cet instant, j'ai su que j'avais vraiment lâché prise. Plus de colère contre Victoria. Plus d'obsession pour son mépris. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je suis rentrée chez moi par la petite rue sinueuse, bordée d'érables qui perdèrent leurs feuilles. Chaque fois que le vent soufflait, les feuilles tombaient en tourbillonnant autour de moi comme des lettres du passé. J'ai marché à travers elles sans me retourner. L'appartement était le même, petit, calme et simple. Mais aujourd'hui, il avait l'air différent. Peut-être parce que mon cœur était différent. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché au crochet et j'ai ouvert la fenêtre. La brise est entrée avec l'odeur de l'herbe et de la terre humide. J'ai mis la cafetière en marche. Le goutte à goutte, une chanson familière. Quand le café fut prêt, j'ai porté la tasse à la table près de la fenêtre. Sur celle-ci se trouvait mon carnet en cuir marron où je note les choses que je veux retenir. Je l'ai ouvert et j'ai tourné les vieilles pages, des chiffres, des plans, des objectifs, des notes de travail. Aujourd'hui, dans l'espace vide d'une nouvelle page, j'ai écrit une seule ligne. La liberté n'a pas besoin de preuves. J'ai posé le stylo et j'ai relu la phrase plusieurs fois. Chaque mot était comme un rappel. Pendant des années, j'avais vécu avec le besoin de me prouver aux collègues, à mon fils, à la société, même à moi-même. Je pensais que la force, c'était d'être reconnu. Maintenant, je sais que la vraie force, c'est de ne pas avoir besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. J'ai pris une gorgée de café. Le goût doux amer était juste ce qu'il fallait pour me réveiller, juste ce qu'il fallait pour me rappeler que j'étais en vie. La lumière du soleil s'inclina et déversa une bande chaude sur le rebord de la fenêtre. J'ai tendu la main et j'ai laissé la lumière reposer sur ma peau, comme une bénédiction silencieuse de la vie. Dehors, j'ai entendu des enfants rire, un vélo rouler, des moineaux jacasser. Tout était comme d'habitude. Seul mon cœur était calme. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Le soulagement s'est répandu en moi. Peut-être que je venais de terminer un long voyage de retour vers moi-même. Un voyage que personne n'a vu ni connu. Mais pour moi, c'était suffisant pour l'appeler liberté. Et quand j'ai ouvert les yeux ce matin-là, la lumière, claire et douce, semblait me sourire. 3 jours plus tard, par un après-midi ensoleillé et frais, un léger coup fut frappé à ma porte. Le rythme était hésitant, prudent, comme si la personne à l'extérieur n'était pas sûre d'être la bienvenue. J'ai posé ma tasse de café et je suis allée ouvrir. Bianca se tenait là. Pas de maquillage, pas de talons, pas de sac à main de créateur, juste un t-shirt blanc, un jean bleu et ses cheveux attachés en arrière. Le visage qui rayonnait habituellement de confiance lors des soirées semblait maintenant fragile, honnête, même un peu effrayé. « Puis-je entrer, maman Hélène ?» demanda-t-elle doucement. Je suis restée silencieuse une seconde. La façon dont elle a dit « maman Hélène » sonnait à la fois étrange et proche. J'ai hoché la tête et je me suis écartée. « Entre, Bianca. » Mon petit appartement n'a qu'un canapé et une simple table en bois. Je lui ai fait signe de s'asseoir, puis je lui ai versé moi-même un verre d'eau. Elle le prit à 2 mains comme si elle pouvait le laisser tomber. « Je suis désolée, » dit-elle dès qu'elle posa le verre. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient sincères. Je vous dois des excuses depuis longtemps. Pas seulement pour cette nuit-là, mais pour chaque fois que je suis restée silencieuse pendant que d'autres vous insultaient. Je n'ai pas répondu. Je la regardais, la laissant finir. Certains mots perdent leur courage si on les interrompt. Elle prit une profonde inspiration et continua.
Vous savez, j'ai grandi dans une famille hantée par la peur d'être pauvre. Mon père a été au chômage pendant près de 2 ans et ma mère a vendu son alliance pour payer le loyer. Toute mon enfance, j'ai entendu la même phrase. Si tu ne veux pas être méprisé, tu dois avoir de l'argent. Je l'ai mémorisée comme une malédiction. Sa voix se brisa, les yeux pleins de larmes. Quand j'ai eu un peu de succès, j'ai pensé que j'avais vaincu cette peur, mais en réalité, je ne faisais que la déguiser. J'avais peur du manque, d'être inférieur, d'être jugé. J'avais peur de regarder en arrière et de voir la pauvreté de mes parents en moi. J'écoutais, ressentant à la fois de la sympathie et de la tristesse. La femme devant moi, autrefois l'emblème d'une fierté que je méprisais, ressemblait maintenant à une enfant perdue dans le monde qu'elle avait construit. Elle parla doucement, les mots se brisant. Cette nuit-là, quand vous vous êtes assise au bout de la table, je savais que vous étiez humiliée, mais je n'ai rien osé faire. J'avais peur que si je m'opposais, ma mère serait en colère. J'avais peur de perdre ma place. On m'a appris toute ma vie que s'opposer, c'est être ingrate. J'ai expiré lentement. Tu n'es pas la seule à qui on a appris ça, Bianca. Mais à un moment donné, nous devons nous rééduquer nous-mêmes. Elle me regarda comme quelqu'un qui cherche une issue. Je ne veux plus être comme eux. Je veux apprendre à être riche sans me vanter. Forte, mais douce. Pouvez-vous m'apprendre? J'ai souri doucement et j'ai secoué la tête. Personne ne peut enseigner cela en un cours intensif. On l'apprend en vivant, en traversant la peur et en vivant fidèle à ses valeurs. Bianca attendit tranquillement. J'ai continué, lentement mais fermement. Sais-tu la différence entre les gens qui sont vraiment forts et les gens qui prétendent l'être? Elle secoua la tête. Les gens vraiment forts n'ont pas besoin que les autres voient leur force. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils ne font pas de mal. Les prétendants doivent le prouver par les voitures, les marques et l'attitude. Elle baissa la tête, les lèvres pincées. Je vis des larmes tomber sur ses mains. Je pensais qu'être riche signifiait que tout le monde m'admirait, murmura-t-elle. Maintenant, je comprends. Être riche, c'est ne pas avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Et pour y arriver, pose-toi une question avant chaque choix. Est-ce que je fais ça pour moi ou pour les apparences? Si la réponse est les apparences, tu vas dans la mauvaise direction. Bianca hocha doucement la tête, répétant la question comme si elle la gravait dans son esprit. J'ai poursuivi. Encore une chose, les limites. Sans elles, l'amour est facile à exploiter. Sois clair avec tes parents que tu les aimes, mais que tu ne les laisseras pas te contrôler avec de l'argent ou de la culpabilité. Ils ont choisi leur mode de vie. Tu dois choisir le tien. Elle leva les yeux rouges. J'ai peur qu'ils me détestent si je fais ça. Peut-être, dis-je, mais il vaut mieux être détesté pour son honnêteté qu'aimé pour faire semblant. Et s'ils t'aiment vraiment, ils apprendront à te respecter. Elle se tut. La pièce n'était remplie que par le tic-tac de l'horloge. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, posant un petit halo sur ses cheveux. Elle paraissait plus jeune, plus douce et plus authentique que jamais. Après quelques minutes, elle dit doucement : « Maman Hélène, je promets que si j'ai une fille un jour, je l'éduquerai différemment. Je lui apprendrai que la gentillesse n'a pas besoin d'une jolie robe pour être vue. Je veux être une mère douce comme vous. » Mon nez me piqua. J'ai tendu la main. Elle prit ma main, tremblante. Puis elle se pencha et me serra dans ses bras. Cette étreinte, non plus entre belle-mère et belle-fille, sans rang ni masques sociaux, était juste deux êtres humains trouvant un peu de chaleur honnête dans un monde sur la défensive. Je lui rendis son étreinte, légèrement,
mais assez pour lui faire sentir que le pardon était arrivé, non pas en mots, mais en chaleur. Quand nous nous sommes séparés, Bianca sourit, fatiguée mais soulagée. Elle essuya ses larmes et dit « Je pense que si vous n'étiez pas restée silencieuse cette nuit-là, je n'aurais jamais compris. Merci de m'avoir enseigné en n'enseignant pas. » J'ai souri. Parfois, le silence est le langage le plus fort, mais seulement quand les gens sont prêts à écouter. Elle se leva, lissant ses cheveux. Je devrais y aller. Je dois parler à mes parents. Pas pour me disputer, juste pour fixer des limites. Je veux recommencer aujourd'hui. J'ai hoché la tête et je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Bien. Et souviens-toi, Bianca, si quelqu'un te demande ce que tu as appris de la belle-mère qu'il méprisait autrefois, dis-leur. Elle m'a appris à m'incliner sans m'abaisser et à m'élever sans avoir à le prouver. Elle sourit, ses yeux s'illuminant pour la première fois depuis des jours. Je m'en souviendrai. Quand elle est partie, j'ai regardé sa petite silhouette s'estomper dans la rue ensoleillée. C'était comme voir quelqu'un sortir de sa coquille. Instable, mais réel. Je suis retournée à l'intérieur, aussi légère que ce matin-là dans le parc. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message d'Étienne. « Merci, maman. Bianca vient de partir. Elle a dit que tu ne l'as pas seulement pardonnée, tu lui as ouvert une nouvelle porte. » J'ai souri et j'ai répondu « Les portes ne s'ouvrent que lorsque quelqu'un ose frapper. » J'ai posé le téléphone et je me suis tournée vers la fenêtre. La lumière de l'après-midi s'étirait sur le rebord de la fenêtre, chaude et dorée comme mon cœur à ce moment-là. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré pour moi-même. « C'est suffisant, Hélène. » Chaque bataille en vaut la peine quand elle se termine avec des gens en paix. Environ une semaine après cette visite, les choses ont commencé à changer tranquillement, non pas de manière bruyante ou dramatique, mais par de petites actions constantes et profondes. Je savais que les fissures, même guéries, laissent des traces. La réparation ne vient pas des mots, mais de la résolution quotidienne. Un après-midi, alors que je triais des dossiers dans mon bureau à domicile, mon téléphone a sonné. Un message d'Étienne. « Maman, Bianca et moi venons de terminer nos règles familiales. Peux-tu y jeter un œil ?» J'ai ri aux éclats. Des règles familiales, si simples et si fortes. J'ai ouvert la pièce jointe et, en lisant les premières lignes, une chaleur a envahi ma poitrine. Règle numéro 1. Le respect est la langue obligatoire. Règle numéro 2. Personne ne contrôle personne avec de l'argent. Règle numéro 3. Lorsque nous sommes en désaccord, nous faisons une pause en silence avant de parler. Règle numéro 4. Ne jamais oublier la gentillesse, mais ne pas laisser la gentillesse devenir une chaîne. Règle numéro 5. Chaque décision doit rendre la famille plus paisible, pas seulement plus riche. En bas, Étienne a signé, puis Bianca. Les deux ont signé de leur propre écriture avec la date, comme un traité solennel. Je suis restée assise un long moment. Pour d'autres, ce ne serait que quelques principes. Pour moi, c'était la preuve que mon fils avait enfin grandi, non seulement en âge, mais en esprit. Et Bianca, la femme autrefois effrayée par le pouvoir de ses parents, osait maintenant signer une promesse de liberté. J'ai répondu par message. Je n'ai aucune modification, seulement des éloges. Gardez ce document comme vous gardez votre foi. Quelques jours plus tard, je leur ai envoyé une courte note avec une petite pièce jointe. Un plan financier minimaliste que j'avais élaboré. Je savais qu'ils apprenaient l'indépendance, et c'était ma manière silencieuse de les aider sans interférer. J'ai écrit « Chaque mois, économisez au moins 20% de vos revenus. Évitez de dépenser pour prouver quoi que ce soit. Achetez ce dont vous avez besoin.
pas ce que vous voulez que les autres voient. Le plus important, vivez en dessous de vos moyens, pas au-dessus. Étienne a appelé par la suite. Penses-tu vraiment que nous devrions vivre de manière si sobre? J'ai ri. Non, je pense que vous devriez vivre librement. La simplicité n'est que le chemin vers la liberté. Il resta silencieux un moment, puis dit « Je comprends ». Un autre matin, Étienne est passé avec un petit sac. Il l'a posé sur la table. Une boîte de montres de luxe, un portefeuille en cuir haut de gamme et quelques autres cadeaux. « Je prévois de les rendre », dit-il. « Les choses que mes beaux-parents nous ont données pour le mariage. Je ne veux rien leur devoir. » Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête. Pas besoin de les rendre. Laissons le passé reposer. Tout ce que je veux, c'est que vous viviez de manière indépendante, pas que vous le prouviez par des gestes extrêmes. Si vous êtes vraiment assez fort pour ne pas être lié, ces choses ne sont que des décorations. Il a hoché la tête et a souri. Tu comprends toujours exactement ce qui compte. Cet après-midi-là, un message est venu de Bianca. Court et net. Pas de détour, pas de larmes. Je sais que les vraies excuses ne sont pas dans les larmes. Je le montrerai en vivant ce que tu m'as appris. Pas de mots, seulement des actions. Je l'ai lu encore et encore, me sentant aussi légère qu'une brise. Mais je savais aussi que Victoria et Gérard n'accepteraient pas facilement ce changement. Et bien sûr, quelques jours plus tard, Étienne me l'a dit. Victoria n'a rien dit, maman. Elle m'a juste envoyé un email pour que je prenne soin de ma santé et que je n'oublie pas qui m'a aidé à démarrer. Gérard a été plus doux. Il a dit qu'il voulait reparler pour éclaircir les malentendus, mais chaque phrase laissait encore entrevoir le pouvoir. Du genre, l'argent vient toujours d'une seule source. Ce genre de choses, ai-je demandé. Qu'as-tu répondu? Étienne a gloussé. J'ai écrit « Mes beaux-parents sont de la famille, pas des contrôleurs. Nous vous aimons, mais nous serons responsables de nos propres vies. » Puis, je l'ai envoyé et je n'ai pas attendu de réponse. J'ai souri. Parfait. Le calme qui a suivi était comme une pluie qui vient de se terminer. Tout était encore humide, mais l'air était pur. Une semaine plus tard, j'ai invité Étienne et Bianca à dîner. Pas un restaurant chic, pas une occasion spéciale, juste un repas à la maison. J'ai fait du poulet rôti au miel, de la purée de pommes de terre et des légumes à la vapeur. Des plats simples qui remplissent toujours la maison de chaleur. Quand ils sont entrés, j'ai vu la différence tout de suite. Plus de regards méfiants, plus de sourires forcés. Ils parlaient avec des yeux détendus, les mains jointes naturellement. J'ai posé les plats et j'ai plaisanté. Ce soir, il n'y a pas de menu français, seulement de la nourriture maison. Nous avons tous ri. Tout au long du dîner, nous n'avons pas mentionné l'argent ou le passé. Nous avons parlé de petites choses. Les érables du parc qui changent de couleur. Le chat des voisins qui a eu 3 chatons. Bianca qui essaie d'apprendre à cuisiner. Alors que le repas tirait à sa fin, Bianca a souri et a dit « Vous savez, je viens de réaliser quelque chose. Ce soir, la seule chose qui a de la valeur, c'est la gentillesse. » J'ai hoché la tête, regardant les 2 personnes en face de moi. Non plus mon fils et ma belle-fille, mais 2 adultes qui réapprennent à être humains. La gentillesse est la monnaie la plus précieuse, Bianca. Elle ne se dévalue jamais. Après le dîner, ils sont restés pour débarrasser la table. En les regardant, mon cœur s'est rempli d'une joie tranquille. Pas besoin de banquet de cristal, juste le tintement des cuillères, des rires légers dans une petite cuisine. Et je savais que les fissures commençaient à se refermer. Le lendemain, je suis retournée à l'entreprise. Une réunion a duré plus de 4 heures au sujet d'un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros.
Quand le directeur financier m'a tendu les papiers à signer, il a dit « Madame Dubois, toujours au sommet de votre forme. N'en avez-vous jamais marre de tout ça ?» J'ai souri. « Non, parce que je ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que j'aime bien faire les choses. » Il a ri. « C'est peut-être pour ça que vous réussissez toujours. » En fin d'après-midi, j'ai quitté le bâtiment. Je n'ai pas appelé de voiture. J'ai marché dans la rue familière, une légère brise, le dernier soleil scintillant sur les tours de verre. Les mains dans les poches, j'ai avancé avec la foule. Personne ne savait que la femme d'âge mûr qui passait venait de signer un contrat majeur, et je n'avais pas besoin que quelqu'un le sache. Au coin de la rue, un jeune vendait des fleurs. J'ai acheté un bouquet de marguerites blanches, j'ai payé un supplément et j'ai dit « Gardez le reste pour votre dîner ». Il a souri, un sourire vrai et clair. J'ai serré les fleurs dans mes bras et je suis rentrée chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, mon appartement était comme toujours, calme, chaleureux, bien rangé. J'ai mis les fleurs dans un vase et j'ai respiré leur doux parfum. Mon cœur se sentait plein. Cette nuit-là, j'ai pris une douche tôt. J'ai préparé une tisane et je suis allée me coucher. Pas de télévision, pas de musique de fond. Juste la chaleur des couvertures, le vent doux à la fenêtre et mon rythme cardiaque régulier, calme, vrai. Pour la première fois depuis des années, j'ai bien dormi, non pas parce que j'étais épuisée, mais parce que j'avais cessé de prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'avère que la vie n'a besoin que de ça. Peut-être qu'après tout, je comprends enfin. La richesse, ce n'est pas le nombre de zéros sur votre compte. C'est la quantité de paix dans votre cœur. Les gens peuvent en passer toute une vie à accumuler de l'argent, du pouvoir, de la renommée. Mais si chaque matin, ils se réveillent encore dans la peur, la compétition ou la prétention, ce n'est qu'une autre forme de pauvreté, plus profonde et plus silencieuse. J'étais autrefois cette personne, une femme qui avait peur d'être mal comprise, jugée ou utilisée si les autres connaissaient mon succès. J'ai donc choisi de vivre simplement et tranquillement, portant l'humilité comme un manteau. Mais cette nuit-là, sous les lumières de cristal et le mépris, c'est la nuit où j'ai enlevé ce manteau. Non pas pour me vanter, mais pour vivre honnêtement. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais un nouvel ordre que j'ai construit moi-même avec le respect de soi. Je sais que Victoria et Gérard ne changeront peut-être jamais. Ils sont habitués à leur tour construite d'argent et d'apparence, où la gentillesse n'est qu'un décor. Mais cela ne me trouble plus. J'ai tracé la limite et je la tiens fermement, comme une ligne droite et fine, sans main tremblante. Étienne est plus mûr que jamais. Dans chaque message et chaque mot, je vois l'homme que j'espérais qu'il deviendrait. Fort sans être têtu, défendant ce qui est juste sans élever la voix. Et Bianca, autrefois hantée par la pénurie, apprend à évaluer les gens, non pas par leur voiture, leur sac à main ou leur solde bancaire, mais par leur gentillesse. Ils trébucheront encore, se disputeront encore, apprendront encore à se relever ensemble. Mais cette fois, ils ont une base solide. Le respect. Et avec cela, je crois qu'ils s'en sortiront bien. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti le vieux sac en toile, l'accessoire de mon rôle de mère pauvre de cette nuit inoubliable. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai posé sur l'étagère supérieure. Non pas pour oublier, mais pour me souvenir. Parfois, pour voir la vérité, nous devons faire semblant une fois. Une nuit à jouer les faibles m'a appris plus sur ma vraie force. Le lendemain matin, je me suis réveillée alors que le soleil filait à travers les fenêtres. La ville s'agitait, les moteurs démarraient, le vent dans les arbres, l'horloge d'un voisin sonnant. J'ai enfilé ma robe de chambre, je suis allée à la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. Alors que l'eau commençait à murmurer, j'ai moulu du café.
L'arôme a rempli l'appartement. La paix s'est glissée dans chaque respiration. J'ai versé le café et j'ai envoyé un message à Étienne, une seule ligne. Je vais bien. Soyez heureux. Certains messages n'ont besoin de rien de plus. Mon fils comprendrait. La paix d'aujourd'hui est le résultat d'une bataille que nous avons traversée ensemble. En passant devant le miroir du salon, j'ai fait une pause. Une femme de 67 ans me regardait, les cheveux parsemés de gris, les yeux non plus flamboyants comme dans sa jeunesse, mais plus clairs et plus stables. J'ai souri. Une femme de 67 ans qui gagne 45 000 € par mois et qui n'a pas besoin de le montrer. Parce que ce que j'ai, ce ne sont pas seulement des actifs, c'est la liberté. La liberté du regard des autres et du besoin d'approbation. J'ai ouvert la fenêtre. Le soleil du matin apportait l'odeur de l'herbe nouvelle et une trace de rosée, le parfum d'un monde qui se réveille. La lumière s'étendait sur le sol en bandes chaudes de couleur miel doré. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai pensé. L'honnêteté, c'est la vraie richesse. Pas les grandes maisons, les voitures de luxe ou les titres, mais pouvoir se regarder dans le miroir et dire « Je n'ai plus besoin de faire semblant ». J'ai posé la tasse, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit les dernières lignes dans mon carnet familier. Je suis Hélène Dubois, 67 ans, mère d'un fils qui aime de la bonne manière, cadre supérieur et femme qui a choisi une vie simple. Je suis riche à ma manière. J'ai fermé le carnet, toujours en souriant. Dehors, une lumière vive baignait le mur blanc. Je savais que je me souviendrais de ce moment, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il était parfaitement ordinaire. À la fin, la vie revient à deux mots, la paix intérieure. Nous n'emportons aucun chiffre avec nous quand nous partons, seulement le soulagement de savoir que nous avons vécu droitement. J'ai autrefois lutté pour être reconnue. Maintenant, je veux juste vivre pour être à l'aise. Je me suis rassise et j'ai regardé par la fenêtre où la lumière du soleil continuait de se déverser. En bas, la rue se réveillait. Une femme âgée promenait son chien. Un jeune couple riait devant une poussette. Quelque part, quelqu'un se réveillait et préparait le premier café de la journée. Je savais que je n'étais pas seule. Quelque part, des milliers de personnes comme moi, usées par les tempêtes, avaient appris que la paix ne vient pas de la grandeur, mais de l'honnêteté avec nous-mêmes. Si quelqu'un me demandait ma plus grande réussite, je dirais vivre simplement sans crainte du jugement. Donner sans avoir besoin de reconnaissance, sourire quand personne ne regarde. J'ai expiré et j'ai hoché la tête pour moi-même. La vraie paix n'est pas bruyante. C'est comme le rayon de soleil qui repose sur mon épaule. Chaud, suffisant et réel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon histoire. Si vous entendez ceci, peut-être avez-vous eu des jours d'endurance silencieuse? Avez-vous été jugé pour ne pas correspondre à la pièce? Ou avez-vous choisi la paix plutôt que la performance? Je connais ce sentiment parce que je l'ai vécu pendant des années. Je suis Hélène Dubois, 67 ans, une mère, une femme autrefois méprisée qui a appris à se relever avec calme. Aujourd'hui, je veux juste dire que parfois, la plus grande victoire est de garder sa dignité, même quand le monde ne le remarque pas. Et vous? De quelle ville écoutez-vous? Avez-vous déjà choisi le silence pour garder votre paix? Partagez-le dans les commentaires. Je lirai chaque ligne lentement, comme une lettre de votre cœur. Et si cette histoire vous a aidé à voir une partie de vous-même, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez pour les prochaines histoires. Chaque écoute et chaque commentaire me rappelle qu'il y a encore des gens qui croient en la gentillesse, en l'équité
et en la douce force de la vérité.